Alors que Corbin, à milieu de l'ambition à la fois taxinomique et explicative de Durand, se fait simplement l'interprète d'un système philosophique particulier et ne semble pas, à première vue, avoir lui-même une conception personnelle de l'imagination. En bref, il semble que je n'ai pas vraiment avancé dans ma tentative d'explication de la complicité entre Corbin et Durand, vu l'abîme qui les sépare en termes de méthode et d'objet en ce qui concerne la thématique commune de l'imagination. Toutefois, ce constat d'incompatibilité d'objet et de méthode doit être tempéré par un certain nombre d'éléments curieux que l'on trouve dans les publications de Gilbert Durand. Dans les dernières pages des structures anthropologiques de l'imaginaire, Gilbert Durand met par exemple de côté sa perspective classificatrice et son modèle explicatif et avance des propositions sur la fonction de l'imaginaire. Ces passages, qui sont des conjectures éparses, dénotent fortement par rapport à la méthode qui était subie jusque-là. À la fin de cette, Durand attribue en effet à l'imagination, je cite, « le pouvoir réellement métaphysique de dresser ses œuvres contre la pourriture de la mort et du destin ». Et la thèse de Durand s'achève sur ces mots, pour le moins énigmatiques, « l'imaginaire, bien loin d'être vaine passion, est action euphémique et transforme le monde selon l'homme de désir ». Si on n'est pas familier de l'œuvre de Louis-Claude de Saint-Martin, théosophe français du XVIIIe siècle, on est quelque peu déconcerté. Surtout dans une conclusion qui est censée résumer la classification et l'explication, semble-t-il, matérialiste de l'imagination, que l'on trouve dans les 500 pages qui précèdent.